Monsieur Groom s'est occupé de la partie de l'aspect bosniaque de l'affaire. Le facteur essentiel qui déterminera la durée de ce procès sera le degré auquel les éléments de preuve sur le fondement du crime prendront. Donc, par rapport, donc les dépositions directes par rapport à ce qui sera présenté en vertu de l'article 92 bis. Il me semble que d'une manière tout à fait importante, la réaction de l'accusé lui-même jouera un rôle ici. Donc, quelle sera sa réaction, son attitude face à ce genre d'éléments de preuve? Comment pouvons-nous agir? Nous pouvons faire des estimations tout à fait raisonnables par rapport donc aux éléments de preuve qui seront présentés conformément à l'article 92 bis, dans la mesure où la Chambre les acceptera. On peut argumenter en disant que tout témoin devrait être cité à la barre et venir déposer ici en personne. Il y a d'autres arguments qui vont plutôt dans le sens disant que cela ne sera pas contesté. Un élément de contestation, que tous devraient ou pourraient, tous les éléments pourraient être présentés par l'article 92 bis. Alors, une position modérée à mi-chemin serait que nous aurions pour les 3 actes d'accusation environ 300 témoins, tout au plus. Si nous estimons qu'il y aura des éléments de preuve, des dépositions qui ne seront pas contestés de manière substantielle, donc il s'agit des éléments de preuve sur le fondement du crime, donc si on estime que cela prendra par exemple une journée pour 2 témoins, cela nous donne un chiffre de 150 jours. J'espère même que ce chiffre pourrait être réduit, mais on le verra au fur et à mesure. Monsieur le juge Robinson, vous avez déjà réduit votre estimation de moitié. Monsieur Nice, il y aura d'autres témoins. Le juge Robinson, sur les fondements du crime, Monsieur Nice, oui, cette estimation nous permet aussi d'introduire les éléments de preuve par la voie de l'article 92 bis. Donc, nous ne pouvons que faire des estimations à présent. Permettez-moi à présent de vous donner lecture de mon paragraphe 42, et notamment du milieu de ce paragraphe. Si l'accusé maintient sa position actuelle, la Chambre de première instance et l'accusation devront accomplir une tâche difficile qui est de décider, sans pouvoir bénéficier de l'argumentation de la part de l'accusé, comment choisir entre le strict minimum d'éléments de preuve non contestés nécessaires à démontrer les éléments de preuve et la quantité d'éléments de preuve adéquate à ces circonstances inhabituelles. En plus de ces témoins qui déposeront sur le fondement du crime, nous avons aussi plusieurs catégories de témoins, dont les experts constitutionnels, les médecins légistes, les pathologistes, et en tout, je pense que cela nous prendra 25 à 30 témoins pour les 3 procès. Si chacun devait déposer pendant une journée, pendant l'interrogatoire principal, cela signifierait 25 à 30 jours, donc à ajouter à ce que j'ai déjà dit. Les témoins politiques, comme cela est souvent le cas, seront des témoins de haut rang. Souvent, il s'agira de personnalités connues. Il s'agit de témoins que nous ne pourrons vraisemblablement pas citer plus d'une fois. Donc, ce sont des témoins dont la déposition prendra plus de temps. J'ai prévu 2 jours par témoin dans cette catégorie et
en nous fondant sur notre expérience jusqu'à présent, nous avons calculé environ 30 à 35 témoins, entre 60 et 70 jours pour cette catégorie-là. Enfin, le dernier groupe, ce sont les initiés, et comme j'ai déjà dit, il s'agit d'un groupe où il y aura peut-être davantage de témoins que nous l'avons prévu initialement. Il s'agit de dépositions de grande importance et de nouveau, il est difficile de faire des estimations. Je pense que nous pouvons partir sur la base de 25 à 30 témoins, 2 journées par témoin, donc 50 à 60 jours. Donc, en additionnant ce que je viens de dire, cela nous amène à un chiffre de 150 jours qui serait un maximum pour l'interrogatoire principal au sujet des témoins qui déposeront sur les fondements du crime. Donc, en moyenne, cela veut dire 150 jours pour le fondement du crime et environ 150 jours pour les autres, en tout 300 jours. Mes collègues, comme je l'ai déjà présenté et comme je l'ai déjà expliqué, ont essayé de vérifier les chiffres auxquels je suis arrivée d'une manière différente. En essayant de voir combien de temps prendront leur jugement, leur procès, notre procès. Quel sera donc le temps nécessaire? Alors, les estimations pour chacun des procès vont de 13 et 9, moins 13 pour la Bosnie et 10 pour la Croatie, 9 pour le Kosovo. Le président, nous avons besoin de voir séparément quel est le cas de la Bosnie. Pourriez-vous nous donner les chiffres pour la Bosnie? Nous avons les chiffres pour la Croatie et le Kosovo. Monsieur Nice, eh bien, les estimations sont peut-être légèrement différentes actuellement, mais Monsieur Groom a fait ces estimations. Je devrais donc vérifier avec lui. Mais pour la Bosnie, il s'agissait de 13 mois. Évidemment, on pourrait réduire cela si cela se passe en même temps qu'un autre procès. Donc, cela pourrait être réduit de 2 ou 3 mois dans chacun des cas. Donc, il s'agit d'une économie de temps très claire, très nette si les procès se déroulent en même temps. Monsieur le Président, Monsieur Nice, je dois vraiment vous demander si vos estimations sont réalistes. La dernière fois, le procureur nous a parlé de 255 témoins au sujet de la Croatie, 170 jours était l'estimation et la référence pour le Kosovo était de 228 témoins et 270 jours. Alors, ce que vous nous présentez aujourd'hui est considérablement différent. Monsieur Nice, j'ai fait de mon mieux, Monsieur le Président, en me fondant sur mes propres expériences. Nous savons que souvent les listes de témoins se voient réduites au cours du procès. Essayons de revenir, par exemple, au chiffre que je vous ai donné pour le fondement du crime. Par exemple, pour la Croatie, nous prévoyons environ 143 témoins qui viendraient déposer dans le prétoire pour le fondement du crime, en plus d'un grand nombre de déclarations qui seraient versées conformément à l'article 92 bis. Mais il nous est très difficile de prévoir aujourd'hui quel sera le pourcentage du matériel qui pourra être versé conformément à l'article 92 bis, puisque cela ne dépend pas de nous. Nous pouvons décider de demander que cela nous soit accordé par la Chambre, mais ce sera à la Chambre de prendre la décision finale. Pour ce qui est de l'acte d'accusation bosniaque, nous avons essayé
d'envisager les choses en termes généraux. Combien de théâtres de commission de crime avons-nous? Et nous avons essayé de multiplier cela par 2, donc à savoir en envisageant de présenter 2 témoins par un théâtre de commission de crime. Et mon collègue, M. Reineveld, estime que sur les 167 témoins qui sont prévus pour le fondement de crime, peut-être seuls 42 seront cités. Et le reste par la voie de l'article 92 bis. Pour ce qui est de la Bosnie, donc il y a un stade un peu moins avancé de préparation, comme la Chambre le sait. Nous avons 47 municipalités dont nous devons nous occuper. Donc, nous avons prévu 300 témoins pour le fondement du crime, environ 100 à raison de 2 par municipalité et 200 qui pourraient donc être présentés par la voie de l'article 92 bis. Donc cela nous amène à 150 ou 3, de 150 à 300. On ne peut pas séparer ces différentes dépositions en trop de catégories. On ne peut pas introduire trop de catégories. J'espère que les catégories que moi-même j'ai essayé de préciser nous aideront. Le président. Et enfin, la question que nous devons aborder est celle de l'état de préparation. Monsieur Nice, il est relativement facile d'aborder cela. Nous avons la question de 66A, 66B et de l'article 68. S'agissant de 66A, l'acte d'accusation concernant la Croatie a été présenté le 12 décembre dans sa version finale. Donc, le 66A s'applique s'applique à la Croatie. Nous avons 30 jours à partir d'aujourd'hui pour nous conformer à 66A pour la Bosnie. Et s'agissant des mesures de protection pour les témoins, là, il y a une requête que nous devons présenter. Même si c'est un moment difficile de l'année, la Chambre devra répondre donc à cette requête. Nous pensons qu'une période de 30 jours est une estimation réaliste. Pour le Kosovo, bien entendu, l'article 66A s'applique, est respecté. Donc, pour les 3 actes d'accusation, il n'y a pas de problème s'agissant du délai de 30 jours. 66A2 n'est pas encore applicable à la Croatie et à la Bosnie. Pour ce qui est du Kosovo, d'après ce que nous avons compris, en essayant de voir quel est l'état des documents qui nous ont été fournis par Monsieur Kay de la part des amis Key. Il reste donc, d'après ce calcul, 150 jours personne et les documents pourront être fournis d'ici la fin de janvier. Le président, mais de quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Monsieur Nice, de l'article 66A petit 2 du règlement qui traite des documents à communiquer pour le procès. Le 66A concerne les documents à l'appui de l'acte d'accusation, la communication complète des déclarations préalables des témoins. Le président, mais je crois que tout cela devait être fait à l'époque du dépôt du mémoire préalable au procès. Monsieur Nice, cela n'était pas terminé. Et d'après les estimations actuelles, ce travail sera terminé avant la fin du mois de janvier. Les amis qui ont préparé un calendrier
L'équipe du procureur traitant du Kosovo va donc pouvoir analyser et vérifier ce document de façon à voir si tous les documents qui n'ont pas encore été communiqués pourront l'être effectivement d'ici à la fin du mois de janvier 2002. Monsieur le Président, ceci m'amène à présent à parler du problème lié à l'application de l'article 68. Je sais qu'on a déjà abordé ce problème à la dernière audience. Le procureur admet tout à fait qu'un devoir tout à fait défini lui incombe en application de l'article 68, mais il ne fait aucun doute non plus que, au fur et à mesure que les documents disponibles dans ce tribunal se multiplient, et compte tenu de la catégorie à laquelle appartient l'accusé dont nous sommes en train de traiter, l'exercice défini par l'article 68 du règlement devient véritablement monumental. Et je n'utilise pas ce terme sans y avoir réfléchi avec la plus grande attention. Donc cet exercice stipulé à l'article 68 du règlement est un travail dont j'aurai grand plaisir à discuter en temps utile et en détail avec les juges chargés de la mise en état, car je ne pense pas qu'il serait sage d'en discuter dans le détail aujourd'hui. Il s'agit bien sûr d'un devoir permanent incombant au procureur pendant toute la durée du procès, et y compris d'ailleurs pendant la durée des appels, et dans tous les cas. Mais le problème qui se pose, compte tenu de la nature de l'accusé que nous avons ici, c'est que si nous établissons les critères régissant la recherche des documents et que ces critères ne sont pas tout à fait pertinents, la tâche peut être absolument énorme. Donc, compte tenu du fait que dans l'article 68, il est question de ce qui est praticable, il pourrait devenir nécessaire de déterminer des critères un peu plus limités, un peu plus étroits. Parce que la tâche est réalisable, en tout cas plus facilement réalisable avec un accusé qui a des conseils de la défense, mais c'est nettement moins le cas lorsque l'accusé n'a pas de conseil de la défense. Mais j'insiste, Monsieur le Président, pour dire que nous sommes tout à fait conscients du fait que c'est un travail qui nous incombe. Je parle donc de la communication des pièces mentionnées à l'article 68 du règlement. Et bien entendu, malgré toutes les possibilités informatiques qui sont à notre disposition et qui nous permettraient de communiquer ces documents à l'accusé, y compris d'ailleurs avec toutes les autres possibilités existantes, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir répondre à cette obligation qui est effectivement un devoir incombant au procureur sans devoir y consacrer un temps véritablement très long. Il s'agit de la communication des pièces à décharge. Et si vous me le permettez, Monsieur le Président, bien que je n'en ai pas encore discuté avec les autres membres de mon équipe, j'aimerais vous apporter quelques explications. Je crois, sur la base du travail que j'ai accompli récemment, que nous devons préparer, à l'intention du juge chargé de la mise en état, un texte détaillé très semblable, je suppose, à celui que M. Reid a soumis en appel dans l'affaire Kordich. Un texte expliquant ce que nous sommes en train de faire. Nous aurons grand plaisir à remettre également un exemplaire aux amicus courriers à l'accusé du document dans lequel nous décrivons les critères régissant la recherche des documents à décharge. J'insiste encore une fois pour dire que c'est seulement si ces critères sont un peu plus circonscrits que la tâche deviendra gérable. Le Président, Monsieur Naïs, je ne suis pas sûr que je comprenne bien ce que vous voulez dire par là. Je comprends qu'il y a une difficulté, mais cela ne doit pas empêcher la poursuite des procès. Si vous voulez bien sûr l'aide des juges, vous aurez cette aide, mais avec tout le respect que je vous dois, je ne pense pas que cela puisse être un moyen de prolonger la phase préparatoire du procès.
Le problème est un problème permanent et les procès doivent se poursuivre. Monsieur Nice, oui, je suis tout à fait conscient de cela, Monsieur le Président, mais si je me souviens bien, le juge Hunt a parlé de cela dans une des affaires en appel à laquelle j'ai participé moi-même. Il y a ce test de la practicalité, de la faisabilité qui, je crois, s'appliquera dans le temps et je pense pouvoir dire que ces critères de recherche des documents pourront s'affiner dans le temps et pourront donc permettre à l'accusation de respecter les délais, quels qu'ils soient, établis par la Chambre. Mais je dois souligner qu'il s'agit d'une tâche absolument monumentale et je pense qu'il serait absolument impossible d'imaginer si le début du procès est fixé au mois de février ou au milieu de l'été, il est impossible de penser que cette tâche pourrait être accomplie entièrement à cette date. C'est une des réalités de la préparation du procès, même si elle est assez désagréable. Mais nous pouvons, je pense, être assez optimistes quant au fait qu'elle deviendra moins lourde avec le temps. Monsieur le Président, vous m'avez posé une question au sujet de la préparation, de l'état de préparation. Eh bien, bien entendu, s'agissant de l'acte d'accusation du Kosovo, nous sommes prêts à commencer le procès en février, s'il s'agit d'une affaire unique. J'ai déjà dit à quel point je considérais qu'il était peu souhaitable que le procès s'engage sur la seule base de l'acte d'accusation du Kosovo. Quant aux deux autres actes d'accusation, il faut encore du temps et je pense que pour l'acte d'accusation de la Croatie, 6 mois ont déjà été établis comme étant un temps moyen nécessaire. Pour la Bosnie, l'état d'avancement est encore inférieur, donc du point de vue du temps et des moyens financiers, la pression est importante. Il ne fait aucun doute que pour l'acte d'accusation de la Bosnie, nous préférerions disposer d'un temps relativement long. Mais il appartient à la Chambre d'en décider, bien sûr. Cela dit, si on nous demande d'aller très vite, nous pourrons, je pense, nous débrouiller. Enfin, ce n'est pas nous débrouiller, mais nous pourrons faire ce qu'il faut pour rattraper, si possible, les deux autres l'état de préparation des deux autres, sur les deux autres actes d'accusation. Il est possible, bien entendu, de travailler sur deux plans en même temps, notamment si l'on pense à une jonction d'instances. Donc, compte tenu des limites de temps prévues à l'article 127 du règlement, qui pourrait circonscrire les choses sur le plan matériel, liste des témoins, etc., et tenant compte de tous les éléments que je viens déjà d'évoquer, je peux dire que nous sommes assez confiants dans le fait que tous les procès pourraient être prêts à l'été. Toutes les procédures pourraient être prêtes à démarrer à l'été si cela se fait dans le cadre d'un procès conjoint, commun. Bien entendu, le bureau du procureur préférerait un début à l'automne, mais nous devons tenir compte de l'intérêt de l'accusé, des intérêts du public et d'un certain nombre d'autres points. Donc, dans le cadre d'une jonction d'instances, nous pouvons dire avec une certaine confiance en nous que nous pourrions commencer à peu près à cette date. Je suis désolé, Monsieur le Président, d'avoir parlé si longuement. Nous aurons sans doute besoin de moyens supplémentaires. Je suis presque sûr que nous pourrons en disposer. J'essaierai de les obtenir, mais je pense que la chose est possible. Il y a sans doute encore quelque chose que je devrais évoquer si l'accusé n'a pas lu les textes. Donc, s'agissant de l'état de préparation des procès, plusieurs témoins pourront s'exprimer sur les événements stipulés dans les 3 actes d'accusation. Il s'agit notamment des témoins politiques de haut rang et des témoins hiérarchiquement les plus haut placés. Si ces témoins devaient venir plus d'une fois, c'est-à-dire 2 ou plusieurs fois, bien entendu, cela coûterait de l'argent et exigerait du temps, je le rappelle. Quant aux témoins initiés sur les événements, il est possible qu'ils manifestent une certaine réticence personnelle à venir plusieurs fois.
Nous avons également pris contact avec la division chargée de la protection des témoins et des victimes pour les témoins ayant participé de l'intérieur aux événements, qui sont particulièrement vulnérables. Et j'insiste pour dire qu'il serait assez peu souhaitable que ces témoins aient à revenir 2 ou 3 fois devant ce tribunal. Il y a aussi l'intérêt de la justice, bien sûr, qui doit être pris en compte. Et il serait dans l'intérêt de la justice qu'une seule chambre de première instance, agissant dans le cadre d'un procès unique, juge les différents événements et les différents faits reprochés à cet accusé. Et puis, il y a également les intérêts des différentes parties intéressées par l'ex-Yougoslavie qui, elles aussi, préféreraient que la question soit résolue dans le cadre d'un seul procès. Le juge Robinson mentionnait sur la question du nombre des témoins qui devraient avoir à revenir plusieurs fois. Je pense que vous l'avez défini comme étant de 25 dans votre requête écrite. Maintenez-vous ce chiffre, Monsieur Nice? Je crains que ce chiffre ne grandisse. J'utilise le terme « je crains » pour la raison suivante. En effet, j'ai parlé des différentes catégories de témoins, les témoins de haut rang et les témoins initiés par rapport aux événements pour lesquels nous n'avons pas le luxe de pouvoir les contacter très facilement ou très fréquemment. Et dans ces 2 catégories, le nombre a commencé à croître très récemment. Donc, je pense que c'est dans ces 2 catégories que nous trouverons les témoins les plus utiles. Et ce nombre pourrait grandir. Le juge Robinson, mais ces témoins qui devraient revenir plusieurs fois ne seront donc pas pour l'essentiel des victimes, n'est-ce pas? Monsieur Nice, non, pour l'essentiel, il ne s'agira pas de victimes. En fait, il est fort possible que dans ces 2 catégories, on ne trouve personne qui réponde à la définition de victime, même si on trouvera dans ces 2 catégories des témoins qui traiteront à la fois de la base des agissements criminels et des autres événements. Mais on y trouvera des témoins qui néanmoins risquent d'être vulnérables par rapport à d'éventuelles pressions, compte tenu de la position occupée par l'accusé. Et puis, il est possible aussi qu'on y trouve des témoins qui ne pourront être cités à la barre, se reprendre l'interprète qu'une seule fois. Nous ne sommes pas encore certains de quoi que ce soit, mais c'est sur la base de mon expérience personnelle que je vous dis que ce type de témoin a en général des préoccupations tout à fait justifiées qui risquent de réduire leurs possibilités ou leur volonté à venir plusieurs fois devant le tribunal. Mais comme vous le dites, vous avez raison, il y aura très peu de victimes, sinon aucune victime dans cette catégorie. Et y a-t-il autre chose? Je vérifie mes notes, Monsieur le Président, Monsieur le Juge. Je crois que c'est un lapsus qui vous a fait, Monsieur le Président, parler d'application de l'article 65 ter pour le dépôt des mémoires préalables au procès. Ou plutôt, je crois je crois avoir utilisé le chiffre 66. Il s'agit bien sûr de l'application de l'article 65 ter E. Et puis, Monsieur Reineveld me signale que j'ai parlé des déclarations préalables de témoins qui n'avaient pas toutes été encore communiquées. C'est un problème. Il y a un problème de traduction qui se pose dans ce tribunal, de vitesse de traduction. Le service de traduction, bien sûr, établit des priorités. Un certain nombre de procès vont commencer en même temps au mois de janvier. Et il y a donc des priorités à prendre en compte. Il faut beaucoup de temps pour traduire tous les documents. Voilà, je vous remercie. Je crois en avoir terminé. À moins que vous n'ayez des questions. Le Président, merci, Monsieur Nice. Nous allons maintenant entendre les arguments des amici, puis ceux de l'accusé, mais à partir de 14h30. You were talking about 66A2 and the judges. What do you mean?
All this stuff has been filed. The point Yes. was, all that stuff was filed under 65 Okay. tours, so you were right. You're in trouble. But